Hey, c'est Cartoon les amis et bienvenue dans cette vidéo super spéciale. Et dans ce que j'ai appelé le Cartoonoscope, je vais vous parler de ma deuxième passion après le théâtre, à savoir les dessins animés. Et sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Les dessins animés, les cartoons en américain, sont des contenus audiovisuels plus communément appelés films d'animation qui sont constitués généralement de personnages attachants mis en scène dans des décors imaginaires dont les gags particuliers ont pour but de divertir le public dès le plus jeune âge. Tout d'abord, pour bien comprendre cet exposé et savoir distinguer les différents genres de dessins animés, il faut se poser la question: mais qu'est-ce qu'un dessin animé? Pour cela, il faut remonter très loin, d'environ 35 millions à l'époque de nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon, les Homo sapiens, les Néandertaliens, bref, les hommes des cavernes. En effet, ces derniers peignaient sur les murs des grottes, bon, jusque-là, rien de nouveau, mais peignaient des animaux qui, pour la plupart, avaient 4 paires de pattes. Cela permettait de communiquer à leurs semblables les différents mouvements de ces créatures, et l'on peut donc insinuer que ce sont nos ancêtres qui ont inventé à proprement parler l'animation, avant même de lui donner ce nom. Puis nous faisons un bond dans le temps en 1600 avant notre ère où un certain pharaon égyptien nommé Ramsès II fit construire un temple comprenant 110 colonnes sur lesquelles était représentée la déesse Isis dont il était amoureux, dans différentes positions et postures. Non, les gars, calmez vos esprits tordus, ça n'a rien à voir avec les positions du Kamasutra. Il s'agissait bien entendu toujours de dessins fixes, mais l'idée de l'animation se faisait si les cavaliers ou les conducteurs de chars passaient à toute vitesse près de ces représentations. Cela donnait donc l'impression de voir la déesse Isis bouger. Plus tard dans l'histoire, les anciens Grecs décoraient parfois leurs poteries et autres créations artisanales de silhouettes représentant généralement des dieux ou de puissants guerriers, décomposant les phases successives d'une action. Les faire tourner donnait ainsi cette impression de mouvement. En l'occurrence, ce que vous voyez à l'écran est tiré du film Hercule de Disney, où le héros court dans une pièce de monnaie antique. La première tentative que l'on connaisse pour projeter des dessins sur un mur a été réalisée en 1640 par un scientifique allemand, Athanasius Kircher, avec ce qu'il appelle sa lanterne magique. Kircher avait peint chaque image sur des plaques de verre séparées. Une fois placées dans son appareil, elles étaient projetées sur un mur grâce à une source de lumière et une lentille, puis les plaques sont ensuite déplacées grâce à des fils fixés à chaque plaque. En 1824, Peter Mark Rogers redécouvre pour nous le phénomène de la persistance rétinienne. Ce principe s'appuie sur le fait que l'œil humain revient temporairement à l'image de tout ce qu'il perçoit. C'est le même principe qu'au cinéma en fait. Sans cela, l'animation serait tout bonnement impossible. La base est une série de dessins fixes. Mais prenons un exemple classique et connu de tous. Si je vous dis un oiseau dans une cage, normalement ça devrait vous parler. Je vous explique. Si notre regard perçoit par exemple un dessin d'oiseau, il est projeté à l'envers sur la rétine de l'œil et même si le dessin est retiré de notre champ de vision, l'image va être enregistrée et ne disparaîtra pas tout de suite. Elle nous restera en mémoire un 16e de seconde exactement. Si pendant ce laps de temps un autre dessin est placé, celui d'une cage pour reprendre notre exemple, eh bien c'est cette nouvelle image qui va être enregistrée à son tour tandis que la première va disparaître. Chacune persiste, c'est la persistance rétinienne. De nos jours, ce phénomène découvert par Rogers a pu donner naissance à de nombreux jeux optiques qui permettent de créer soi-même de petites animations, comme par exemple avec un outil que l'on appelle le tomatrope. Il s'agit d'un disque en carton monté sur une toupie ou entre deux fils, sur lequel on a dessiné, pour reprendre notre exemple, un oiseau sur l'une des faces et une cage sur l'autre. Quand on va faire tourner la toupie ou que l'on va tirer sur les fils, le disque tourne à son tour et fait défiler les images. Plus il tourne vite, plus l'illusion de voir l'oiseau dans la cage est perçue. Il peut comporter d'autres exemples d'images décomposées en mouvement, un oiseau aile fermée, aile ouverte, une souris en tant que proie, un chat comme prédateur, etc., etc. Après, il est possible pour vous de personnaliser vous-même votre tomateron. Un autre type de fonctionnement, le fekati, le phénaket, le phénet, c'est écrit, vous vous démerdez, le phénakistiscope, yes, découvert par le belge Joseph Plateau en 1832, deux disques montés sur un manche. Le disque à l'avant possède des fentes sur les bords et le disque à l'arrière contient la séquence de dessin. Si l'on aligne les fentes sur les dessins et que l'on regarde à travers les ouvertures, en faisant tourner les disques, on a l'illusion du mouvement. Joseph appelle ça son joujou scientifique et c'est normal, regardez comme il respire la joie de vivre sur cette photo. Bref, depuis février 2009, une salle porte son nom au musée du cinéma de Bruxelles. Le zoetrope, ou surnommé la roue de la vie, est apparu en 1867 grâce à William George Horner aux USA et est vendu comme jouet.
De longues bandes de papier contenant des suites de dessins sont insérées dans un cylindre comportant des fentes. Si l'on fait tourner ce dernier tout en regardant à travers ces fentes, il y a l'impression de voir les dessins s'animer. Dessins animés. Bref, autre accessoire d'animation à réaliser soi-même comme l'automatrope, le folioscope, aussi appelé flipbook plus communément, inventé en 1868 par l'anglais John Barnes Linnet. Partout dans le monde et encore aujourd'hui, il est et reste le dispositif le plus simple et le plus populaire de réaliser soi-même des petites animations. Il s'agit simplement d'un bloc de papier relié d'un côté comme un livre et qui se parcourt de la même manière. On tient le côté relié dans une main et l'on fait défiler les pages et donc les dessins scénaristiques avec l'autre. C'est en 1877 qu'Émile Reynaud, le français, Cocorico le camembert, met au point un jouet du même genre, le praxinoscope. Il fut le premier à créer de petites séquences d'action, tout en dessinant sur une bande transparente appelée cristalloïde, parfois longue de 9 mètres, comme ma... Oh, excusez-moi, je m'emballe. Toutefois, son plus grand chef-d'œuvre reste le théâtre optique au musée Grévin, où les premières projections de sa création, Pantomime lumineuse, ont eu lieu le 28 octobre 1892. Grâce à cette technique, on peut désormais raconter des histoires d'une dizaine de minutes sur une bande souple et perforée. Chaque image a été dessinée et coloriée à la main, like a boss. Pas d'appareil électrique à l'époque. Puis grâce à une lanterne et un jeu de miroir, les personnages et les décors sont projetés sur un écran, mais non plus sur un mur. Mais les vrais dessins animés, à proprement parler, apparaissent après l'invention du cinématographe en 1895 grâce aux frères Lumière. Le nouveau français Émile Courtet, dit Émile Cole, Cocorico le camembert bis, innove en produisant le premier dessin animé sur pellicule de cinéma avec Fantasmagorie durant 1 minute et 40 secondes. Il réalisera 300 films en 10 ans, dont une majeure partie de films d'animation mêlant différentes techniques de prise de vue réelle au dessin animé. En 1896, de l'autre côté de l'Atlantique, un caricaturiste de presse new-yorkaise, James Stuart Blackton, interviewa Thomas Edison au sujet de ses expériences sur les images en mouvement. Blackton avait fait des portraits d'Edison et comme ce dernier était impressionné de sa facilité à dessiner, il lui demanda d'en faire toute une série. Plus tard, Edison photographia ses dessins. C'était le tout premier mariage du dessin et de la photographie. En 1906, ils présentèrent au public Humorous Face of Funny Faces, 3000 dessins en séquence pour réaliser ce film d'animation. Pour en revenir à Emile Cole, Cocorico, la ferme! Il amène son savoir-faire aux États-Unis entre 1912 et 1914 dans des studios de Fort Lee non loin de New York. Ces techniques inspireront de nombreux studios et se développeront aux États-Unis. Mais c'est Winsor McCay qui a été le premier à essayer de faire de l'animation un art à part entière, un art indépendant, en 1914, comme par exemple avec son JRT, The Dinosaur. Lors des projections, McCay se tenait lui-même devant l'écran et était en totale interaction avec le dinosaure. C'était la toute première animation personnalisée. On peut dire qu'il y a de la magie chez McCay. Bref. Plus tard, McCay, devenu trop vieux, était acclamé par de jeunes réalisateurs de cartoons humoristiques, que l'on appellera plus tard cartoonistes, censés respecter cet art défini par McCay en prenant le relais. Mais attention, quand on vous parle de cartoon et surtout humoristique, vous pensez tout de suite aux Looney Tunes, à Droopy, Tom et Jerry, etc., créés par des personnes comme Tex Avery, Chuck Jones, Bob Clampett, Fritz Freleng. Malheureusement, il faudra attendre entre les années 30 et 40 pour que tout ce beau monde se démarque avec leur univers complètement déjanté et cartoonesque. C'est déjà dans les années 20, pour commencer, que le vrai cartoon, authentique pur et dur, est présenté avec un personnage félin nommé Félix le chat. Ce dernier charme le public et devient aussi populaire que Charlie Chaplin à l'époque du cinéma muet et des gags idiots. Les courts-métrages de Félix, visuellement inventifs, montraient avoir ce qu'aucune caméra n'aurait pu filmer. Cette personnalité émergeait de cet univers de silence et de dessin en noir et blanc. C'était bel et bien Félix qui communiquait avec le monde entier. Vous reconnaissez le personnage et sa marche iconique. Eh bien, en 1923, ce chat charismatique sera une source d'inspiration à la création de nouveaux personnages dans une série de petits films du même genre, les Alice Comedies. Ces réalisations, on les doit notamment à un certain Walter Elias Disney. Cette Alice, héroïne de la série en question, est bel et bien la première version de notre fameuse Alice au Pays des Merveilles, inspirée de l'œuvre originale Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. L'idée d'une mascotte façon Félix le chat avait été mise en place avec Julius, le chat d'Alice. Malheureusement, c'est quand la série commençait à se démoder que l'idée émergea.
Toutefois, le fondateur de Universal Pictures suggéra à Disney de le remplacer par un lapin, ce qui donna naissance à Oswald the Lucky Rabbit. Il devient rapidement célèbre dans des cartoons comme Charlie Troubles, film d'animation dans lequel ce dernier pouvait faire absolument tout et n'importe quoi avec son corps. Arrêtez les mecs pervers, je vous vois venir, je vous vois venir. Bien que le caractère du personnage évoluât avec le temps, celui-ci ne plaisait pas totalement à Disney et c'est en 1828 avec Hub Iwerks que Walt fit voir le jour à la souris malicieuse que l'on connaît tous, Mickey Mouse. Alors que certains disent qu'Oswald fut oublié pendant un moment, mais alors un moment avec des personnages tels que Hortensia, Horace, Clarabelle et bien d'autres, mais justement, cette psychologie d'avoir été mis de côté pour ces personnages a été remise au goût du jour, modernisée, et a, comme qui dirait, donné un coup de neuf à ces derniers dans le scénario du jeu vidéo Epic Mickey. C'est un nouveau départ, une nouvelle et seconde vie pour Oswald et toute sa bande, ainsi que dans la suite Epic Mickey, le retour des héros. Arrive enfin face à Walt Disney, ses courts et ses longs métrages, Mark Fleischer avec Les Voyages de Gulliver, Popeye, la Warner avec les Looney Tunes et Mary's Melodies, et comprenant Bugs Bunny, Daffy Duck, Lola Bunny, Titi Gros Minet, tous les autres, la MGM avec Tom et Jerry, la Metro Goldwyn Mayer, Droopy de l'univers de Tex Avery ou encore Woody Woodpecker de Walter Lantz. Afin de conclure cette première partie, nous pouvons bien marquer la différence d'animation entre les Toons façon Looney Tunes et les Toons de chez Disney. L'humour des Toons façon Tex Avery et Looney Tunes était bien plus débridé et représentait souvent une réaction, une rébellion contre le réalisme. Peu de crédibilité, une exagération énorme, bref. Et la crédibilité était à l'honneur dans les studios de Disney. D'ailleurs, la plupart des personnages de chez Disney étaient un minimum plus présentables entre guillemets, mais ça j'y reviendrai dans la seconde partie. Toutefois, la situation changea après la Seconde Guerre mondiale et calma les relations entre les différents studios rivaux. La stylisation des années 50 donna également naissance aux studios UPA à Hollywood qui créèrent Mr. Magoo et Gerald McBoing, des personnages mis également de côté et plus ou moins réadaptés de nos jours sur nos petits écrans TV. Le grand Tex Avery, maître de l'animation, premier réalisateur de Bugs Bunny et compagnie, capable de créer l'impossible et de donner vie aux choses les plus irréelles, disait ceci. Je n'ai jamais été un grand artiste. Je me suis rendu compte que chez Lance, la plupart des gens dessinaient 1000 fois mieux que moi. Et j'ai pensé, merde, pourquoi lutter? Je n'y arriverai jamais. Prenons un autre chemin, et je suis heureux de l'avoir fait. Je me suis bien plus amusé que si j'avais passé toute ma vie à animer des scènes. De nos jours, l'animateur traditionnel feuillette encore et toujours ses dessins de la manière similaire à celle d'un flipbook cité un peu plus tôt, mais sur des formats plus grands comme A4 ou A3 avant de les tester en vidéo ou sur film. Il met les dessins dans l'ordre, le premier, le numéro le plus bas, sous la pile, puis les flips, terme employé dans le métier, pour reproduire le même effet que le folioscope, du premier au dernier dessin dans le sens du mouvement. Avec la maîtrise du sujet, un expert de cette animation repère directement les dessins modifiés ou les autres erreurs. Évidemment, avec la caméra vidéo et son retour immédiat des dessins de nos jours, défilant à la bonne vitesse, peu nombreux sont les animateurs aujourd'hui qui apprennent à flipper. Beaucoup de cartoonistes et d'animateurs disent que la vraie raison pour laquelle ils font de l'animation, c'est parce que ça leur permet de s'échapper du réalisme pour aller dans le domaine de l'imagination, faire appel au leur. Ils font remarquer à juste titre que la plupart des animateurs de dessins animés ne ressemblent pas à de vrais animaux, mais sont plus proches de concepts, de création de l'esprit, bref, tirés de leur imagination. Donc Mickey n'est pas une souris, Sylvestre n'est pas vraiment un chat, Roger Rabbit n'est ni un lapin ni un lièvre. Bref, les toons en général ressemblent plus à des clowns de cirque qu'à des animaux. Mais pour que ces graphismes fonctionnent, les actions, les mouvements doivent être crédibles, ce qui nous renvoie au réalisme et aux actions réelles et nous ramène encore à la compréhension de la structure et du mouvement des corps humains et animaux. Ce que nous voulons atteindre comme les artistes, ce n'est pas le réalisme, mais c'est la crédibilité avant tout. Même si Tex Avery a libéré l'animateur de l'approche terre à terre, pour lui permettre de créer l'impossible, il n'a pu le faire que parce que ses animateurs étaient d'anciens de chez Disney qui possédaient le savoir-faire maison concernant les articulations, le poids, les mouvements, la vitesse, bref, tout ce qui comporte une animation d'un personnage de dessin animé. Mais ne confondons pas un dessin avec une carte. Il s'agit d'animer des volumes et non des lignes. Il faut donc comprendre comment un volume fonctionne dans la réalité. Pour pouvoir s'échapper de la réalité, il faut se baser sur elle.
Revenons un instant sur Tex Avery, et là je cite Monsieur 3D, un ami youtubeur qui raconte comme quoi, à ses débuts, Tex Avery aurait travaillé chez Warner et avait un humour corrosif qui ne plaisait pas vraiment à tous. C'est pourquoi on lui a gentiment demandé de dégager pour se retrouver chez Metro-Goldwyn-Mayer où il a reçu carte blanche. L'exemple parfait du personnage surréaliste à la Tex Avery pour ce genre de représentation et d'animation serait Roger Rabbit, né de l'imaginaire de Robert Zemeckis et Steven Spielberg. Comme Roger n'existait pas avant ce film, il a bien fallu définir son apparence, bon, bien que Rabbit signifie lapin, ça c'est les bases de l'anglais, quoi. Sa morphologie, son physique et son look. Comme il s'agit d'un personnage dont le long métrage est un crossover entre Disney et Warner, comme chez Mickey, la plupart des animaux portent des vêtements, un minimum. Donc, pour Roger, ça a été une salopette et un nœud-pop. Et pour Bugs et ses copains, les actions de Roger sont totalement surréalistes. Les mâchoires qui tombent, les yeux qui s'exorbitent, bref, vous connaissez les grands classiques. C'est pourquoi, afin de respecter les proportions, on réalise ce que l'on appelle des model sheets, des croquis sur lesquels le personnage est représenté sous différents angles, de face, de dos, de profil et de trois quarts, puis dans différentes attitudes et de nombreuses expressions faciales. Et ce principe est appliqué à tout nouveau personnage de dessin animé qui voit le jour et qui se respecte. Comme toute création, un dessin animé se fabrique avant tout sur une histoire, un scénario pour qu'il y ait un début, un milieu et une fin, oui, bien entendu. Puis vient la naissance des personnages qui vont poser pour nous, en tant qu'infographistes bien sûr, en model sheet et qui serviront de référence aux dessinateurs puis aux animateurs. Ensuite vient l'étape connue comme étant le storyboard, où l'histoire du film d'animation est racontée plan par plan comme une bande dessinée. La cadence du film, au cinéma, est de 24 images par seconde. Quand on fait le calcul, ça peut paraître conséquent, mais dans le domaine du dessin, c'est légèrement simplifié. On n'utilise que 12 dessins par seconde. Étant donné que les projecteurs ne savent projeter que 24 images par seconde et non 12, la solution est de filmer 2 fois un même dessin pour éviter les trous ou les blancs. Prenons une scène de cartoon banal. Rien que pour une seule action qui nécessite plusieurs mouvements au personnage, beaucoup de dessinateurs ont travaillé dessus. C'est là, avec les nouvelles technologies, que les infographistes entrent en scène. L'animation d'une action et ou de toute une scène, c'est le travail de celui que l'on appelle bien entendu l'animateur. En quoi cela consiste? Eh bien, je vais vous le dire, c'est très simple. Il s'agit de déterminer les différents gestes, mouvements d'un personnage à un rythme bien particulier. Vient ensuite l'étape qui semble être la plus complexe de la réalisation. Après avoir dessiné les phases clés d'un mouvement, on va les donner à un intervalliste qui va faire les intervalles intermédiaires. Ce sont des dessins complémentaires, des phases de mouvement supplémentaires qui vont venir s'ajouter entre les phases clés, qui vont, selon leur fonction, rendre le mouvement plus évocateur, plus réaliste, disons. Ensuite, ces dessins passent sous une caméra, les uns après les autres, pour l'étape du line test. Ils sont ensuite rentrés dans un ordinateur, puis on fait une feuille d'expo afin de mieux contrôler le mouvement. Puis vient l'étape du gouachage. Des milliers de dessins au crayon passent ensuite à l'encre. Les artistes dans cette étape sont chargés de colorier les dessins sur des feuilles transparentes appelées celluloïdes. Bien entendu, il est obligatoire de respecter chaque code couleur de chaque élément du film, personnage, accessoires, décor, etc., etc. On laisse sécher chaque film celluloïde un à un et on recommence. On passe au suivant. Next! Le nombre de dessins restera quand même conséquent pour un long métrage d'environ 90 minutes. Faisons un petit calcul. Pour le film de notre ami Roger Rabbit, avec Charles Fleischer qui donnera vie au personnage en lui prêtant sa voix durant la séquence doublage à l'enregistrement des effets sonores, l'avant-dernière étape. Pas d'ordinateur pour ce film. Tous les mouvements des personnages sont faits à la main à nouveau, dessin après dessin. Like a boss, please. C'est donc un total de 82 000 celluloïdes pour Roger Rabbit et 250 000 pour un long métrage comme Blanche-Neige et les 7 nains de Disney. C'est un très gros chiffre. Comme ma... Excusez-moi, je m'emballe à nouveau. La toute dernière étape consiste à réaliser le film à proprement parler. On va donc filmer, scanner tous les dessins par ordre chronologique avec une caméra verticale que l'on appelle un banc-titre. Ils sont placés dessus et la caméra est déclenchée pour ne faire qu'une ou deux prises du dessin en question et ainsi de suite. Autre style d'animation, l'animation en volume, aussi appelée stop motion. Là encore, il faut des heures de travail aux artistes pour quelques secondes d'image seulement. Pour les personnages, généralement est utilisé de la pâte à modeler avec des expressions préfabriquées pour symboliser chaque émotion faciale.
Et pour des dessins animés en images de synthèse, c'est là aussi que les infographistes montrent tout leur talent. Le dessin animé en 3D est de plus en plus réputé et là encore c'est extrêmement technique car dans certains cas on aura besoin de comédiens avant de modéliser un personnage afin de lui donner forme et vie. Bon, pour faire simple, le personnage que l'on va créer reproduira avec exactitude les mouvements que le comédien fera. Cela permet ainsi de donner du mouvement fluide et réaliste au personnage animé. Le comédien est en fait recouvert de petites sphères qui sont en fait des réflecteurs. Autour de lui sont placées des caméras infrarouges et les ondes sont réfléchies sur ces capteurs pour enregistrer ainsi tous les petits points lumineux. Après, c'est à nouveau le travail de l'ordinateur. Il va calculer la position des points dans l'espace et c'est ainsi que l'on va obtenir le squelette du personnage épousant les mêmes mouvements que le comédien. Bien entendu, il est nécessaire pour ce genre d'animation de connaître la position du personnage en hauteur, largeur et profondeur. Plus fort encore, un personnage animé peut prendre vie en temps réel, toujours interprété par un comédien, équipé d'une combinaison pleine de capteurs, mais cette fois avec des câbles reliés directement à l'ordinateur. Pour réaliser un personnage tridimensionnel, il faut d'abord construire une sculpture sur laquelle on dessine un quadrillage. À l'aide d'un stylo magnétique ou un stylet, on vient cliquer sur les intersections permettant de renvoyer les coordonnées de chaque point à l'ordinateur qui va reproduire le personnage sur l'écran. Il faut savoir que le comédien n'est pas seul à animer, il y a également un marionnettiste qui se charge des mouvements du visage du personnage. Et quand on mélange réalité et fiction, qu'est-ce que ça donne dans l'animation? Eh bien mon petit Chipmunk, je vais te le dire. Ça va donner naissance à des films comme Qui veut la peau de Roger Rabbit, Space Jam ou encore les Looney Tunes passent à l'action qui auront marqué les générations justement avec leur genre et qui auront permis de donner naissance à d'autres films dans le même style. Et c'est avec ça que l'on va terminer cet exposé. Comme pour un dessin animé classique, en fait, on va reprendre le principe du celluloïd avec l'ordinateur. Une première couche se fait avec le personnage animé sur fond noir, puis une seconde avec le vrai décor comme arrière-plan. Puis on va superposer le personnage à bonne échelle, sans oublier des détails qui donneront un rendu plus réaliste comme des ombres, des zones de lumière, etc. Ainsi, dans des films comme Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour reprendre ce chef-d'œuvre du 7e art, la réalisation du long métrage dont l'animation constitue bien 70% du projet se fait en 2 étapes. Le tournage des scènes avec les vrais acteurs en chair et en os, puis les mêmes scènes avec les personnages animés rajoutés. Et c'est là que le travail de comédien est aussi important que celui d'animateur. Avant l'arrivée des personnages de cartoon, les acteurs doivent prendre conscience qu'ils seront en interaction avec des personnages aux dimensions bien particulières. Un lapin à grandes oreilles, un petit chipmunk, un schtroumpf assis ou debout. Et ainsi répéter leurs scènes comme s'il s'agissait à chaque fois de la version finale de chacune. Comme le plus dur au début est d'interagir avec rien en fait, de parler dans le vide, de toucher le néant, histoire d'aider à situer les toons pour les acteurs, pour savoir où, quand et comment interagir avec eux, l'équipe de réalisation utilise des figurines, des marionnettes ou font appel à des metteurs en scène pour placer les toons comme cela a été imaginé dans les storyboards de référence. Ensuite, les marionnettes et les figurines en plastique représentant les toons sont retirées, seule leur voix reste et là encore les acteurs doivent doublement travailler leur imagination pour se représenter les toons. Alors oui, une scène quand on la tourne ressemble plus à un cours à l'école du mime, mais il suffit de rajouter des dessins brouillons en noir et blanc comme ceux des storyboards, puis ensuite l'équipe de réalisation fait la mise au point, l'ancrage, l'éclairage et abracadabra, les toons Welcome to the World. Simple précision, cela pourrait paraître comme de la simple 2D rajoutée sur un décor, mais c'est bien plus subtil et bien plus complexe. Encore une fois, Roger Rabbit a vraiment révolutionné le genre. Les scènes avec l'animation intégrée ont été retravaillées chez ILM, qui a fait les effets spéciaux de Star Wars ou encore du Monde Perdu. La touche finale justement a été apportée à ce moment-là de la réalisation. Des ombres et des zones d'ombre comme des lumières et des zones de lumière, de brillance, d'éclairage ont été ajoutées couche après couche pour donner cette impression de relief, de volume que l'on connaît aujourd'hui à nos personnages. Et le progrès continue, comment l'arrêter? Avec les nouvelles techniques dans ce genre d'animation, comme pour des films tels que Alvin et les Chipmunks, les Schtroumpfs, et bien d'autres, j'en passe, où les personnages animés sont en relief, en volume, ont un vrai squelette de base, puis sont recouverts d'une peau pour un aspect plus réel que jamais. Et le monde du 7e art n'a pas fini de nous surprendre, surtout dans le domaine de l'animation, avec des chefs-d'œuvre de grands studios qui devraient sortir très prochainement, des suites, des remakes, des reboots, bref, que de quoi nous faire rêver. Et c'est ainsi que s'achève cet exposé, j'espère qu'il vous aura plu, les sources sont citées à la fin.
Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur j'aime, en me laissant un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez d'autres exposés de ce genre, n'hésitez pas également à me le faire savoir. Et puis en tout cas, abonnez-vous à ma chaîne, enfin, si vous êtes cap. Et d'ici la prochaine vidéo, gardez l'esprit toon et bye.